avant d'aborder les thèmes, les gros thèmes de ce live, parler un peu du zèle de quelques préfets que nous avons dans certaines localités, surtout les préfets militaires. Je reviendrai sur eux cas par cas pour faire de gros dossiers. Mais les préfets qui s'érigent aujourd'hui en de grands Mussolini dans les préfectures et qui font voix de toutes les couleurs aux administrés, il y a le préfet du Moyen Mono, c'est un colonel, le colonel Diato. J'ai déjà cité, je l'ai cité dans l'affaire de Simcoe. Il est préfet depuis plus de 24 ans ou 25 ans. Il est préfet depuis plus de 24 ans ou 25 ans au Moyen Mono là-bas, donc à Toum. Et ce préfet, comme il est militaire, il est au cœur de beaucoup de scandales, beaucoup d'affaires louches, mais il est aussi dans le trafic d'influence, dans les injustices, les dérives de toutes sortes, notamment dans le foncier, dans les successions de chefferie, dans les affaires de chefferie. C'est un préfet qui sème la zizanie là-bas. Et aujourd'hui, les populations de Toum, Tado, tout ça, se posent la question de savoir pourquoi on peut maintenir quelqu'un, préfet, aussi longtemps dans leur préfecture. Il est là depuis 24 ans, 23 ou 24 ans. Il est préfet avant la mort de Yadema. Je pense qu'il a été nommé préfet en 2004 ou 2003. En tout cas, il était préfet avant le décès de Yadema. Donc, c'est un préfet qui prend la préfecture comme ça, sa propriété privée. Il en fait ce qu'il veut. Il décide de ce qu'il veut, il s'immisce dans les affaires de chefferie, il impose des gens qui ne doivent pas être chefs, il est dans les affaires de foncier. Comme c'est à la frontière, il y a aussi plein de trafic avec le Bénin là-bas. Il est au cœur de beaucoup de choses. Je reviendrai sur le cas de ce préfet. Il y a le préfet de l'Est Mono, c'est aussi un militaire. Merci beaucoup Jean. C'est aussi un militaire, le préfet de l'Est Mono, c'est le colonel Bitenewe de sinistre mémoire, pour ceux qui le connaissent. Il est à la retraite aussi, lui il est à la retraite depuis. Il est aussi préfet à El Avagnon depuis bientôt 10 ans ou un peu plus, je ne sais plus à quelle date il a été nommé. Lui aussi, il a transformé la préfecture en un royaume personnel. C'est le grand Mussolini, il fait ce qu'il veut dans la préfecture. Dans cette préfecture, il y a énormément de problèmes de communautarisme, les problèmes entre ce qu'on appelle là-bas les allogènes et les autochtones. Donc le préfet, il sème la zizanie, il est aussi là-bas au cœur de tous les désordres. Non seulement il est au cœur de tout un grand désordre dans la préfecture, il se permet même de porter la main sur des gens dans son bureau. C'est-à-dire des gens il convoque des gens dans son bureau, parfois c'est des chefs de village, parfois c'est des représentants de certaines communautés, et quand il parle et que les gens veulent lui apporter la contradiction, il les gifle. Et il leur dit, ils peuvent aller porter plainte là où ils veulent, ils s'en foutent. Donc, il porte la main sur les gens. Il y a même un compatriote qui l'a giflé là-bas, je pense que c'est un chef, qui a écrit à Faure Gnassingbé. Il a adressé une lettre à Faure Gnassingbé sur les voies de fait que le préfet a exercées sur sa personne. Donc c'est un préfet militaire qui est là-bas, et quand il t'invite dans son bureau, il dit des choses, tu n'es pas d'accord, il se lève, il porte la main sur toi, il te gifle, parce que bon, il est colonel, il est militaire, donc il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur les populations. Lui aussi, on verra son cas au moment venu. Il y a le préfet de Guérékouka, celui qui a fait arrêter le jeune qui a publié la vidéo qui demandait de l'eau. Il s'appelle commandant Alonim ou Aloenim, un nom comme ça. C'est un chef d'escadron, donc dans la gendarmerie, c'est l'équivalent du grade de commandant. C'est un chef d'escadron, il doit être à la retraite, il est à Guérékouka, dans la préfecture de Dangpeng. Lui aussi, c'est un colonel, ok, lui aussi, il fait ce qu'il veut dans la préfecture, il interdit même les activités des ONG, les gens qui veulent
aider les populations, les gens qui veulent venir faire des forages, aider les villageois. C'est lui qui doit donner l'autorisation. S'il refuse, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez même mettre les natifs du milieu, vous ne ferez rien dans la préfecture. Et cette préfecture avait été déjà dirigée de façon assez, comment je dirais ça, assez autoritaire par Manganawe, qui a été plus tard chef d'état-major. À l'époque, on avait consacré un très grand article à ce colonel préfet. Et donc, il a été remplacé par un certain chef d'escadron anonyme qui fait tout et n'importe quoi dans la préfecture. Lui aussi, on reviendra sur son cas parce que là-bas aussi, il y a des trafics de bœufs, des problèmes de terre, les trafics de soja, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, ces gens sont devenus des potentats locaux qui terrorisent les populations. Donc, il y a aussi ce préfet militaire sur lequel je reviendrai plus tard. Il y a le préfet de Sécassé, qui était un ancien responsable de SRI, ou SCRIC. Je ne sais pas s'il est colonel ou commandant, colonel Yanani. Voilà. C'est quelqu'un qui s'était... il a été connu au SCRIC comme quelqu'un qui avait des méthodes expéditives. Mais depuis, on ne parle plus trop de lui parce qu'il est préfet depuis aussi bientôt 8 ans ou 9 ans. Ok, merci pour le nom. Nyaku Aloenim. Voilà, c'est le nom du préfet de Guérin-Kouka. Et donc, le colonel Yanani, il était très tristement célèbre au SRI. Lui aussi, il est préfet, c'est un gendarme. Il est préfet à Sécassé. Là-bas aussi, bon, c'est une zone sécuritaire. Donc, ça justifie toutes les dérives. Là-bas aussi, les gens doivent se taire, sinon c'est la prison. Voilà, ok, merci, on me dit c'est un commandant. Et voilà, lui aussi, il est là-bas, il a créé son royaume et il fait ce qu'il veut à Sécassé là-bas. Là-bas aussi, il y a des intérêts qui sont en jeu. Il y a les bœufs, hein, il y a beaucoup de bœufs là-bas. Et donc, chacun essaye de tirer le drap de son côté. Donc, je reviendrai sur le cas de ces préfets qui ont fait de leur préfecture des petits royaumes dans la République et ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Deuxième sujet, je voulais parler de la prison civile de Lomé. Il y a une méthode aujourd'hui qui est appliquée à la prison civile de Lomé qui ressemble à une torture. Et ça risque de créer des problèmes à la longue pour ceux qui s'adonnent à ce genre de choses. Il a été installé depuis l'année dernière à la prison civile de Lomé un matériel qu'on appelle un brouilleur. Un brouilleur, c'est un matériel qui émet beaucoup de sons qu'on met en mouvement pour empêcher les gens qui ont les téléphones à l'intérieur de la prison de communiquer en toute sérénité. Donc, ils ont installé à l'intérieur de la prison un brouilleur. Et ce brouilleur, aujourd'hui, est devenu un gros souci pour les prisonniers. Parce que le chef prison qui a été nommé là-bas à la suite de notre dénonciation de son prédécesseur qui est parti, un certain M. Balaka, il se permet d'augmenter, comment on appelle ça, les décibels du brouilleur. Et c'est une méthode de torture. C'est-à-dire, c'est une méthode de torture à la nord-coréenne. C'est-à-dire, on t'enferme dans une chambre, dans une cellule, on vient mettre un groupe électrogène à la porte de la cellule, on allume le groupe électrogène en permanence pour que tes tympans soient saturés et que tu aies les maux de tête. C'est une méthode de torture. J'invite les organisations des droits de l'homme, les ambassades qui sont à Lomé, à faire en sorte qu'il faut enlever ce brouilleur à la prison civile de Lomé. Parce qu'aujourd'hui, ce brouilleur est en train de créer des maladies aux prisonniers. Vous savez que quand il y a un brouilleur comme ça, et dont on augmente les décibels, les gens ont les maux de tête, les gens ont la nausée, les gens ont la lourdeur dans le corps.
Donc, je ne sais pas si ça fait du bruit ou pas, mais c'est une méthode, c'est du matériel, c'est un matériel qu'ils ont installé à la prison qui émet des sons. Non, qui émet des ondes, des vibrations, voilà. Ce n'est pas forcément des sons, mais qui émet des vibrations. C'est un matériel qui émet des vibrations, pas forcément des sons. Parce qu'il y a plusieurs types de brouilleurs. Il y a des brouilleurs qui émettent des sons, mais ce brouilleur, il n'émet pas de son, mais il émet des fréquences. Il émet des ondes. Donc, ces ondes-là, que le brouilleur émet des vibrations, touchent la santé des prisonniers à l'intérieur de la prison. C'est une méthode terrible. Ça ressemble à ce qu'on appelle les armes chimiques. Cette méthode-là. Cette méthode, voilà, quelqu'un le dit, électromagnétique, c'est classé dans les armes non conventionnelles. Parce que c'est une arme. Ce brouilleur magnétique, c'est une arme. Ça peut même provoquer des maladies. Et donc, j'interpelle le ministre de la Justice, c'est un juriste, à prendre les dispositions pour, je ne sais pas, pour dégager ce brouilleur-là, aujourd'hui, qui est installé à la prison civile de Lomé depuis 1 an, et qui est en train de créer des effets secondaires aux prisonniers. Les gens se lèvent le matin, ils ont des céphalées, les gens ont des lourdeurs dans le corps, les gens vomissent, parce qu'il y a un brouilleur qui a été installé là-bas. Donc c'est une méthode de torture. On ne peut pas accepter ça. C'est une méthode de torture qu'on ne peut pas accepter dans un pays normal. C'est des choses qu'on utilise en Corée du Nord, en Chine et dans certains pays où il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est une méthode de torture. Donc, le chef prison s'est permis d'aller augmenter les vibrations de ce brouilleur-là. Et depuis quelques jours, la plupart des prisonniers sont dans une situation difficile. Donc, j'ai voulu en parler. Avant de quitter cette histoire de prisonniers, je rappelle qu'il y a des gens qui sont en prison depuis les gardes de Tigre Révolution, dont les dossiers ont été clôturés depuis 4 mois. Ils n'ont pas encore de suite. Ils ne savent pas quand ils seront jugés, si c'est aux prochaines assises. Voilà, c'est des méthodes staliniennes. Donc, je profite pour soulever le cas de ces gens-là. Je profite pour soulever le cas de tous ceux qui sont en prison et qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés, notamment nos compatriotes qui sont dans leur bon droit. La famille Agba, la femme, les enfants sont beaux et qui sont toujours détenus au SCRIC, à la gendarmerie à Agba-les-Pédos. Donc, eux ne sont pas à la prison, mais ils sont détenus de façon exclusive dans un lieu de non-détention là-bas. Il y a Omolou qui est aussi là-bas, à Agba-les-Pédos, à la gendarmerie depuis des années, qui est dans un état aussi assez préoccupant, qui est là-bas. Il y a le jeune Fessio qui est aussi à la prison civile de Lomé, plus tous ceux qui nous connaissons, qui ont eu des problèmes, donc les Charles Azumaro, tous ceux qu'on a arrêtés dans le cadre de la politique ou dans le cadre des problèmes qui n'ont, les Baba Nana, tout ça. Donc tous ces gens-là, Baba Nana, lui, il est toujours à la DCPJ, il n'est pas encore à la prison civile de Lomé, il est toujours à la DCPJ. Et donc, voilà, je profite pour soulever le cas de tous ces gens-là et demander que la justice puisse faire son travail pour que, si il faut les juger dans un temps donné. S'il faut les libérer, il faut les libérer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Alors, la Ve République. La Ve République est en train d'être mise en forme avec la mise en place du Sénat. Là, ils sont en train de prendre des dispositions pour accélérer les choses. D'ici le 6 mai, je pense que tout sera mis en place. Et de temps en temps, j'écoute des gens ou certains qui m'écrivent qui disent non, que Faure va, une fois qu'il sera installé comme PCM, il va prendre des mesures, il va faire ci, il va faire ça, il va faire des réformes, il va lutter contre la corruption. Mais les gars, arrêtez de Rêver. Faure Gnassingbé lui-même, c'est le symbole de la corruption.
Faure Gnassingbé lui-même, c'est l'incarnation de la corruption. C'est ça la vérité. Et c'est lui qui, depuis le sommet de la pyramide de la corruption, protège tous ceux qui sont au bas de la pyramide et qui travaillent pour lui. Merci beaucoup. Donc, c'est lui qui organise tout ça. Donc, Faure, après 20 ans de pouvoir, ne peut pas se lever un matin comme s'il a rencontré, sur la route de Damas Paul, et du coup, il renaît de nouveau, et puis il décide de faire ce qu'il n'a jamais fait en 20 ans. Donc, il faut arrêter de rêver. Le système qui est là au Togo est un système qui est né du viol, de la corruption et de tout ce que vous pouvez imaginer, et il continuera pas à fonctionner ainsi. Et vous devez savoir qu'un système qui a fait 20 ans ne peut pas être reformé, ne peut plus être reformé. Un système qui a fait 20 ans, on ne le reforme plus. La seule préoccupation de Faure aujourd'hui, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et dès que vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, vous avez fait 15 ans, si vous n'avez pas reformé le système, vous ne pouvez plus jamais reformer le système. C'est connu, c'est enseigné dans les sciences politiques partout. C'est bien enseigné. Et prenez tous les systèmes au monde, les systèmes qui ont eu 20 ans de durée, 20 ans de règne, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est un système qui va retarder le pays, c'est un système qui va enfoncer le pays, parce que la préoccupation majeure de celui qui incarne le système, c'est sa survie. Et donc, pour sa survie, il ne fera aucune réforme fondamentale à l'intérieur du système. Ce ne sont pas la perestroïka, elle n'intervient pas tout le temps. La perestroïka n'intervient pas tout le temps. C'est pas comme en République soviétique où Gorbatchev est venu et puis il a bousculé les règles, ou bien en Chine, après la mort de Mao, Deng Xiaoping a fait des réformes et a essayé de basculer la Chine vers une économie plus ou moins un peu de marché. Donc, une dictature de ce genre, après 20 ans, n'a plus aucun moyen de reformer le système. Et vous allez voir que Faure Gnassingbé ne maintiendra que les mêmes personnes, parce qu'il n'a aucun intérêt à basculer ou à bousculer les piliers qui tiennent son régime. Vous aurez toujours les mêmes personnes, parce que c'est eux, ces personnes, qui tiennent le système. C'est ce que la méthode que Paul Biya applique. Vous allez voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 35 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 25 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 30 ans. Donc ces gens-là, ils sont là parce que ce sont les gardiens du système. Et donc, ce sont les piliers du système. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que Faure va se débarrasser des Bodjona, des Tsina Lossol, je ne sais pas quoi, des Bawara, des Doucé. Non. Parce que, et même des militaires qui tiennent le système. Parce que il ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, il se fait harakiri. Donc, sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est de tenir le système et de le tenir le plus longtemps possible. Et tant qu'il a l'appareil sécuritaire, parce que c'est l'appareil sécuritaire qui lui permet de tenir le pays, tant qu'il a l'appareil sécuritaire et qu'il est sûr qu'il peut aller revenir sans aucune inquiétude, il est tranquille. Il est totalement tranquille. Et donc, c'est un système irréformable. C'est un système qu'on ne peut pas reformer. Et les jeunes qui sont dans UNIR, on ne vous fera pas la part belle, parce qu'on n'a pas besoin de vous en réalité, parce qu'on ne vous connaît pas, on ne vous maîtrise pas, vous n'avez pas été moulé dans le système dès le départ. De temps en temps, on pourra injecter un ou deux à quelques postes de responsabilité, sans très grande visibilité, mais on ne vous confiera pas véritablement les rênes du système. Non, on ne fera rien. Donc, vous allez attendre jusqu'à vieillir. À la limite, ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous allez continuer par mieux faire, c'est de rester sur les réseaux sociaux et de prendre un peu d'argent pour insulter les gens. Donc, je rappelle aux gens qui rêvent que la 5e République va permettre de réformer les choses, de lutter contre la corruption, de faire ci, de faire ça, que la 5e République ne fera absolument rien. Elle ne fera absolument rien. Elle va consacrer juste un pouvoir à vie de fort. Le pays est bloqué. Le pays aujourd'hui, le Togo, est un pays qui est bloqué. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Voilà l'expression. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Le pays est bloqué mentalement. Le pays est bloqué psychologiquement. Le pays est bloqué sur le plan des idées.
Le pays est bloqué sur tous les plans. On ne peut plus rien faire. Le système ne fera aucun miracle. Tout ce qu'on peut faire au Togo aujourd'hui, que Faure Gnassingbé va faire, ce sont des projets de rafistolage. Bon, il y a une route qui est cassée quelque part. Ils vont faire du pati-pati un peu. Vous avez vu tous les chantiers qui sont abandonnés à Belaba, Benyedi, Kopé, Ablogame, je ne sais pas, à Koresewa, tous les chantiers qui sont abandonnés là-bas. Ce sont des chantiers qui ont été financés par la présidence de la République. C'est des chantiers qui dépendent du PAPV. Le PAPV, c'est un projet de la présidence de la République. Comment vous pouvez comprendre que depuis 5 ans, la présidence de la République n'arrive pas à goudronner des petites rues dans les quartiers de Lomé? Les petites rues, parce que Arligo, à Koresewa, Benyedi, c'est des ruelles. Voilà, à Tchanvé Keve, à Tchanvé Kege, c'est des petites rues. Et des petites rues qu'on peut faire en 4-5 mois. Et puis, on livre le chantier. Depuis 5 ans, des projets qui sont financés par la présidence de la République, moins d'1 kilomètre, depuis 5 ans. On n'arrive pas à le finir. Parce que le système est planté. Le système est bloqué. Le système ne fera absolument rien. Ils vont venir construire. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages que la plupart des projets qui sont actuellement faits à l'intérieur du pays, hôpital, mère, enfant, que Mme Tomega a dit qu'ils seront livrés en 2024, on est en 2025. La plupart de ces chantiers sont à l'arrêt. Certains sont terminés. On n'arrive pas à les mettre en marche, mais d'autres sont à l'arrêt. Et comment vous l'appelez là? Les maîtres d'ouvrage ou les entrepreneurs qui ont pris les marchés, parfois c'est des Turcs, ils ont mis en congé technique les ouvriers sur les chantiers. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Le système est planté. Et c'est planté pour longtemps. Parce que c'est un système totalement corrompu qui n'a pas su faire sa propre mutation, sa mue de l'intérieur. Et aujourd'hui, le système est totalement planté. Donc, n'attendez absolument rien de Faure Gnassingbé. Modérateur de TikTok, est-ce que tu peux débloquer un certain terminus? Il m'avait fait la revendication hier, j'ai oublié. Un certain terminus qui dit qu'il a été bloqué par méprise, modérateur de TikTok. Et puis un certain Heimtlander. Un certain Heimtlander, si tu le trouves quelque part, tu peux le débloquer aussi. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Donc, ils ne feront absolument rien. Ils viendront vous mentir. Ils vont dire, ah oui, vous voyez combien de fois ils sont en train de... Le grand marché de Lomé, ils ont besoin de combien d'années pour construire un marché? Un simple marché. Alors qu'au Bénin, en quelques années, on a construit des marchés modernes. Une vingtaine de marchés modernes. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Vous voyez, quand tu es constipé, si tu ne vas pas prendre un médicament pour évacuer tout ce que tu as dans le ventre, le corps ne peut pas retrouver la sérénité. C'est ça la réalité du Togo aujourd'hui. Donc, n'attendez rien de la 5e République, n'attendez rien de Faure Gnassingbé. Si en 20 ans, il n'a pas pu construire une autoroute, si en 20 ans, il n'a pas pu construire des rails, si en 20 ans, il n'a pas construit des hôpitaux modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit des écoles modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit un centre culturel, il n'a pas construit de palais de sport, il n'a pas construit de stade, si en 20 ans, il n'a pas été capable de créer un fonds d'appui aux entrepreneurs, un fonds d'appui aux élèves pour donner des bourses, ce n'est pas après qu'il le ferait. Surtout que le pays a des difficultés financières actuellement. Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir à vie et de nous perdre le temps. Donc les jeunes qui sont nés en 2005, aujourd'hui vous avez 20 ans. Vous avez 20 ans. Faure a pris 20 ans de votre vie. En 2005, ceux qui avaient 30 ans ont 50 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 30 ans en 2005 ont 50 ans aujourd'hui. Il a pris 50 ans de votre vie. Moi, je reçois énormément de messages où les gens se plaignent. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pratiquement rien à Lomé. La situation est de plus en plus difficile. Les gens vont devant les églises. Quand les fidèles sortent de la messe, les gens demandent de l'argent, 500, 1000 francs pour manger. Regardez à Lomé, les carrefours de Lomé. Regardez Lomé, les carrefours à Lomé. Les carrefours à Lomé sont remplis de mendiants. Nemi Lomé, et nous, et Zodien, qui ont fait rougeois, et nous, bioto, les deux, nous, on les violé la tadi, on a violé dime, les biogas, parce que à dans les ou, c'est ça le Togo.
C'est ça le Togo. Vous faites, les gens font comme ils ne voient pas. Les gens qui défendent le régime, ils font comme ils ne voient pas. C'est ça l'hypocrisie des Togolais. Nemito les lomé, emipo amo le modo dodi, les feux rouges, les feux tricolores, les carrefours, adolé ou amo les bioga, amo les toti pas gomé, la moto les totia, on a nos bioga. Pour oublier adolé ou la home, amo les ordonnances, on a les ordonnances, les feux tricolores, à nos bioga. C'est ce que le Togo est devenu. Regardez juste Lomé, vous allez voir. D'abord, Lomé est totalement sale. On ne peut même pas estimer que c'est une capitale. La ville est totalement sale. Partout, c'est des saletés partout. Les rues ne sont pas goudronnées, les rues ne sont pas assainies. Tout est sale à Lomé. Et puis en plus, aujourd'hui, mais c'est la misère qui a un visage humain. Partout où vous passez aujourd'hui dans la capitale, il y a des gens qui sont partout, qui demandent de l'argent. C'est ça notre pays. Donc, on ne peut pas estimer que des gens qui ont gouverné pendant 20 ans, pour ce résultat qui sont visibles, vont pouvoir faire un quelconque miracle. Donc, la 5e République ne vous apportera absolument rien. Elle va au contraire consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé pour qu'il règne le plus longtemps possible. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire pour ceux qui pensent que la 5e République va faire quelque chose pour le Togo. Voilà ce que je voudrais dire. Le live d'aujourd'hui ne va pas trop durer parce que, comme il y a un meeting à Lomé, il faut laisser les gens, ceux qui ont envie d'aller au meeting, d'aller rapidement au meeting. Donc, on va faire 1h, 1h30 pour que les gens puissent aller au meeting. Donc, les jeunes, moi, je vous dis les choses qui sont claires. Hein. Ceux qui avaient 20 ans à l'époque, en 2005, ils ont 40 ans aujourd'hui. Ceux qui étaient nés en 2005, ils ont 20 ans aujourd'hui. 20 ans dans une vie, c'est très important. 20 ans dans une vie, c'est très important. 20 ans, sans aucun résultat, sans avancée notable, sans rien du tout. Ceux qui avaient 20 ans en 2005, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Ceux qui avaient 30 ans, ils ont 50 ans aujourd'hui. C'est combien de temps vous allez passer sur la terre pour qu'une seule personne puisse occuper autant de votre vie et bloquer tout. Réfléchissez. Réfléchissez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui sont sur les bancs actuellement là, si le Togo ne bouge pas, dans 5 ans, vous allez sortir des universités, vous n'aurez pas d'emploi. Il n'y aura pratiquement rien. C'est ça la triste réalité. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à tout ce qui se passe dans le pays et comment la pauvreté est partout, dans la capitale. Et à l'intérieur du pays, c'est incroyable. Moi, je reçois tous les jours des messages de détresse de tous les corps de la société. Enseignants, gendarmes, policiers, militaires, universitaires, opérateurs économiques, journalistes. Je reçois des messages de tout le monde. Et Dieu seul sait, de temps en temps, les gestes qu'on fait pour aider certaines personnes. Je reçois des messages tous les jours. Quelqu'un me dit, mais finalement, c'est finalement chez moi que tout le monde vient se plaindre. C'est dans mon inbox que tous les Togolais viennent se plaindre. Et les pharmaciens, les médecins, je reçois des messages de tout le monde. Ce qui prouve que le pays est totalement bloqué. Le pays est totalement bloqué. Et il n'y a aucune perspective pour le Togo. Vous ne pouvez pas dire tout à l'heure que dans 5 ans, le Togo sera ci, il sera ça. Dans 3 ans, le Togo sera ci, sera ça. Dans 4 ans, le Togo sera ci, sera ça. Mais pas Lomé là, chantier, quel est Lomé? Lomé là, la capitale Lomé là, il y a quel chantier en cours aujourd'hui à Lomé? Quand vous arrivez dans un pays qui est en plein mouvement, vous voyez les grues de chantier qui sont partout. C'est-à-dire, vous arrivez dans un pays là, où on est en train de moderniser le pays, il y a des grands chantiers. Vous allez à Dakar, vous allez à Cotonou, vous allez à Abidjan, vous voyez des grues qui sont suspendues partout. Les grues qui soulèvent les objets lourds, les grues de chantier. Comment on les appelle? Les dalous, bon, je ne sais pas comment on les appelle. Les grues qui sont partout. Aujourd'hui, à Lomé, montrez-moi un seul chantier en cours. Une route, une rue, un immeuble. Montrez-moi un seul chantier aujourd'hui en cours au Togo. Rien, nada, rien du tout.
l'arrêt dans le pays. Tout est à l'arrêt. Les rares chantiers qu'ils ont entamés sont à l'abandon. Les rares chantiers qu'ils ont entamés sont à l'abandon. Rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective pour le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lisibilité pour l'avenir. Ça veut dire qu'on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où on va. La seule chose qui nous préoccupe, c'est le fauteuil présidentiel, c'est le pouvoir, c'est tout. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme je le disais tantôt, le live ne sera pas trop long pour permettre aux gens d'aller au meeting. Parce que le meeting, ça commence, je pense, à 15 h, je ne sais pas, bon, voilà. Donc, nous allons revenir sur la deuxième partie du dossier de l'OTR. Mais avant d'aller dans le fond du dossier de l'OTR, j'ai dit la dernière fois que il faut pour l'administration togolaise une charte d'éthique et de bonne conduite dans l'administration togolaise. Parce que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, en termes d'immoralité, en termes de perversion, en termes de renversement des valeurs, ce qui se passe dans notre pays, cela sort de l'entendement. Cela sort de l'entendement. Et surtout ce qui se passe dans l'administration et les services de l'administration. Cela sort de l'entendement. J'ai vu la dernière fois des femmes à l'université de Lomé qui ont invité des gens à venir à un atelier, à une conférence, pour parler du harcèlement en milieu universitaire. Et elles ont dit, les langues se délient. Il faut que les langues se délient. Parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. En termes d'immoralité, on ne peut pas bâtir un pays, construire un pays sur les antivaleurs. On ne peut pas construire un pays sur des pratiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on instaure dans l'administration une charte qui détermine les rapports entre les individus. Et qu'on mette sur place un numéro vert pour que les gens puissent appeler quand ils sont victimes de harcèlement dans l'administration. Parce que autant on n'interdit pas à quelqu'un de draguer une femme dans le même service que lui, autant ceux qui ont le pouvoir et ils abusent de leur pouvoir pour soumettre leurs collègues à des rapports sexuels, il faut les dénoncer. Parce que je ne pense pas que là où nous sommes aujourd'hui, nous tous qui sommes dans ce live, les 4600 personnes sur TikTok et les 2300 sur Facebook, plus d'autres personnes qui sont branchées sur d'autres canaux, quelqu'un peut accepter que sa femme aille au boulot et qu'il apprend que sa femme a été draguée par son patron ou bien que sa femme a été obligée de coucher avec son patron. Ce n'est pas acceptable. Si nous ne faisons absolument rien, si on ne dénonce pas ces pratiques-là, on ne dénonce pas les individus qui se livrent à ces pratiques-là, il y a aussi l'abus de faiblesse. Demain, le Togo peut devenir comme Haïti. Parce que des gens peuvent aller louer des bandits pour assassiner ceux qui couchent avec leurs femmes. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Si on n'arrête pas ces pratiques-là, demain, vous allez voir, on va assassiner des gens en pleine rue. Parce que si moi je suis quelqu'un qui a les moyens et que j'apprends que tu as profité de ta position de chef de service pour obliger peut-être ma femme à coucher avec toi, je peux aller louer des bandits, ils vont t'assassiner dans la rue. Ce sont les conséquences qui peuvent arriver. C'est ce qui peut arriver. Parce que aucun d'entre nous, ceux qui sont à Lomé, vous n'avez aucune assurance que si votre femme va au boulot, elle ne fait pas l'objet d'harcèlement de la part de son patron. Vous n'avez aucune assurance. Et les femmes qui n'ont pas le courage, les femmes qui n'ont pas la poigne pour tenir
Peut-être qu'elles ont peur de perdre leur boulot, elles finissent par céder. Ce n'est pas normal. Donc, il nous faut une moralisation totale de l'administration. Et cela passe par un engagement de nous tous. Les organisations féministes, les organisations des droits de l'homme, les journalistes, les religieux, les différentes églises. Les églises, entre griffes, vous êtes les gardiens de la moralité. Qu'on soit religieux, musulman ou chrétien, vous êtes les gardiens de la moralité. Donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour arrêter certaines pratiques dans l'administration togolaise. Moi, ce que j'entends, les témoignages que je reçois, je vous ai dit que je fais mon travail à la limite du journalisme. Je fais tout pour rester journaliste. Je fais mon travail. Tout ce que je fais là, c'est à la limite du journalisme. Si je veux le faire comme un activiste, si je veux le faire comme un influenceur, je vais me mettre à citer des noms des gens, à jeter des gens en pâture. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Et je ne vais pas le faire. Ce n'est pas normal que votre femme va au boulot et que vous apprenez plus tard que elle a été contrainte par son patron à rentrer dans son lit. Et vous n'êtes même pas sûr que les enfants que vous avez, peut-être demain, ce sont vos enfants. Et c'est dans ce pays qu'on parle de la promotion de la femme. Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Est-ce que c'est la dépravation des mœurs? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la réduction des femmes à des objets sexuels dont tout le monde s'en sert? Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire, non, mais nous les Togolais, on est fondamentalement hypocrites. On sait que ça se passe. On connaît les acteurs. Minyabe et nous, les gens. L'administration, le droit de cuissage, les promotions canapé, on connaît tout ça. On voit, on sait ceux qui font ça. Mais on n'a pas le courage de les dénoncer. Mais quand quelqu'un pose le problème, on vient, on dit oui, non, il exagère. Mais vous savez que ça existe. Et vous savez que ça se passe tous les jours dans l'administration. Depuis les ministères jusqu'au petit service, ça se passe. Parce qu'on ne veut pas, nous n'aimons pas la vérité. On ne veut pas dénoncer les gens parce que tel est de mon village, tel est de mon ethnie, tel est de mon parti politique, tel est ci, tel est ça. On ne veut pas dénoncer les gens. Mais ces gens-là sont en train de semer la zizanie dans le pays, sont en train de créer des problèmes dans les foyers, de diviser les foyers, de foutre les foyers en l'air. À l'université, c'est plein. Dans les écoles, c'est plein. Dans le gouvernement, c'est plein. Dans les services d'État, c'est plein. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut dire. Parce que nous, les Togolais, nous sommes hypocrites. On est fondamentalement hypocrites, nous, les Togolais. Nous sommes des hypocrites. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. Les prédateurs sexuels, ils peuvent aller jouer leur porno quelque part. Ils n'ont pas leur place dans l'administration. Je vais aborder le dossier de l'ODR tout à l'heure. La deuxième partie. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. C'est une perversion de la société. Aucun d'entre nous ne peut être tranquille à la maison s'il sait que sa femme va au boulot et qu'on va la harceler. Et que finalement, si sa femme est fatiguée, elle va céder, elle reviendra être avec toi tranquillement comme si de rien n'était. C'est partout, même à la justice, partout. Il faudra qu'à un moment donné, on commence par balancer les noms des gens. Pour que les gens se calment un peu. À un moment donné, il faut qu'on commence par balancer les noms des gens. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où certains, ils tiennent leur bangala, ils se promènent à gauche et à droite? C'est quoi ce pays?
personne. Quand on le dit, les gens sont là pour dire non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça, c'est l'introduction que j'ai voulu faire avant de revenir sur le dossier de l'OTR. Alors, c'est par le dossier de l'OTR qu'on va terminer le live d'aujourd'hui. Je l'ai dit que ça ne va pas être un live trop long. Le dimanche dernier, j'ai essayé de brosser un tout petit peu ce qui se passe à l'OTR avec le commissaire général, Monsieur Tchodier Philippe Kokou, qui a fait de l'OTR lui aussi sa propriété privée. Il dispose des femmes comme bon lui semble. Il en choisit qui il veut. Il fait les choses avec qui il veut. Et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. L'OTR, qui est un établissement public à caractère administratif, qui jouit d'une autonomie de gestion, est devenu une entreprise privée d'un individu qui le gère avec ses femmes à son bon vouloir. Et les femmes sont là pour remonter à leur mari tous ceux qui parlent mal de leur mari, tous ceux qui ne sont pas avec leur mari, et en retour, on sanctionne qui on veut, on affecte qui on veut, on dégage les gens comme on veut, on fait ce qu'on veut. Je voudrais rappeler ceci. Avant toute chose, que tous les jours que Dieu fait, tous ceux qui sont ici peuvent vous témoigner dans les commentaires, tous les jours que Dieu fait, les Togolais sont tous les jours harcelés pour payer les impôts. Du petit boutiquier dans le quartier jusqu'à l'entrepreneur ou à la grande société. On harcèle les Togolais pour payer les impôts. On augmente les taxes de douane. On fait tout pour faire peser la pression fiscale sur les Togolais est énorme. Les femmes qui sont au grand marché, on ferme leur boutique. On ferme la boutique de la coiffeuse d'à côté, le vendeur de beignets. Les gens sont obligés de payer la TVM, de payer les taxes. Tous les jours, on force les gens à payer les taxes. C'est une bonne chose que de payer des impôts. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas payer les impôts. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui paye ses impôts. Mais faut-il que ceux qui collectent les impôts et qui doivent les acheminer au trésor pour que l'État puisse disposer des moyens pour bien gérer le pays et doter le pays d'infrastructures, que ces gens-là ne deviennent pas des prédateurs financiers pour le pays. Les Togolais ne payent pas des impôts pour enrichir une minorité d'individus à l'OTR. Les Togolais ne payent pas les taxes pour nourrir un groupe d'individus à l'OTR. Vous savez combien d'entrepreneurs togolais ont le moral bas actuellement? Vous savez combien de commerçants au grand marché, dans les petits marchés, qui ont le moral très bas actuellement? Vous savez combien de Togolais qui ont fermé leurs magasins à cause des impôts? Vous savez combien de Togolais ont fermé boutique à cause des impôts? Alors, quand les Togolais font des efforts pour payer les impôts, pourquoi ceux qui sont chargés de collecter les impôts s'enrichissent au détriment de l'État, sans que personne ne leur dise absolument rien? Vous savez que l'OTR, comme je le disais tantôt, c'est un service qui bénéficie d'une gestion autonome. Leur salaire n'est pas aligné sur le salaire de la fonction publique. Ils ont un salaire spécial. Quand Gaperi était là, le Rwandais qui a piloté la réforme de l'OTR, il gagnait 22 millions. On a fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Gaperi gagnait 22 millions. Aujourd'hui, je pense que le commissaire général, s'il ne gagne pas 22 millions, il doit certainement gagner 20 millions ou 15 millions. En tout cas,
c'est ce que Gaperi gagnait avant qu'il ne parte. 22 millions. C'est le salaire de Gaperi. Aujourd'hui, les commissaires à l'OTIER, donc le commissaire général, doit être autour de peut-être 15 ou 20 millions. C'est-à-dire que l'État a mis toutes les dispositions pour que celui qui a ce poste-là puisse être à l'aise pour travailler. Oui, 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. Combien de Togolais, même le président de la République, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il gagne 22 millions? En termes de salaire, personne ne sait combien il gagne, mais les gens disent qu'il gagne 7 millions, 8 millions. Mais est-ce que vous avez le président, il gagne 22 millions, ou bien il gagne 20 millions? Le premier ministre, elle gagne combien? 5 millions, je pense, ou quelque chose, en tout cas son salaire. Mais vous avez un commissaire des impôts qui gagne 22 millions, qui gagnait, je ne sais pas combien ils en gagnent aujourd'hui, mais au temps de Gaperi, c'était 22 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit tourner autour de entre 15 et 20 millions. C'est ça qu'ils gagnent. Après, ils ont des prix spéciaux. Il arrive qu'en une seule année, ils se partagent 1 milliard de prix spéciaux entre commissaires. Quand ils font un bon chiffre pour le pays, ils ont des prix spéciaux. L'année passée, ils se sont partagés 1 milliard entre eux. 1 milliard, ils se sont partagés entre eux. Et donc, comment se fait-il que ces gens-là, ils gèrent une société d'État comme une épicerie de quartier, ils s'enrichissent à la vitesse de la lumière, ils mettent leurs femmes à des postes stratégiques, ils rackettent les gens, ils construisent des immeubles partout, ils ont des maisons partout, ils ont des comptes bancaires partout, dans un pays où on a créé des institutions de lutte contre la corruption, où on nous dit qu'on va déclarer les biens. Macron, en France, ne gagne pas 20 millions. Trump ne gagne pas 20 millions. Donc, dans la démarche qui a conduit à la création de l'OTIER, on a mis suffisamment de moyens pour mettre les commissaires à l'aise, pour qu'ils s'occupent de leur boulot. Mais d'où vient que ces gens-là, ils ont laissé leur petit salaire et deviennent de grands voleurs de la République sans que personne ne les touche. Les Togolais ne peuvent pas continuer à payer des impôts pour enrichir et nourrir un groupe d'individus qui ne produit rien, mais qui devient véritablement un poids pour la société. Donc, j'ai parlé la dernière fois de M. Tchodier, et j'ai vu dans la semaine plein d'articles qui sont sortis. À peine on est passé de dimanche à lundi, il y a des articles qui sont sortis partout, les performances de l'OTIER, l'OTIER et le partenariat avec des bailleurs, la digitalisation de l'OTIER, une performance rare. Ils ont écrit plein d'articles. Ça s'appelle en communication allumer des pare-feux pour noyer la vraie information. Mais bon, je pense que eux-mêmes, je ne sais pas si ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Les articles ont circulé partout. Mais personne n'est sorti pour démentir ce qu'on a dit. Puisque quand on a parlé, on a donné des noms. On a dit, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Personne n'est sorti pour dire que c'est faux. Il y a certains qui ont fait un peu de bruit auprès des gens de leur famille pour dire, voilà, bon, on était dedans avant, on n'est plus dedans. Bon, on a eu toutes ces histoires-là. Mais personne n'est sorti pour dire c'est faux. Et tout le monde, tous ceux qui sont à l'OTIER savent que c'est vrai. Est-ce que si M. Tchodier, posons-nous les bonnes questions, si M. Tchodier avait créé lui-même sa propre entreprise, il engagerait 5 de ses femmes dans l'entreprise? Si M. Tchodier avait lui-même sa propre entreprise, disons, établissement, je ne sais pas, Tchodier et frères, il va engager 5 de ses épouses dans la même entreprise? Ça va se bagarrer tous les jours. L'entreprise va couler. L'entreprise n'ira jamais loin. Est-ce qu'il peut se permettre lui-même d'engager 5 de ses femmes dans une même entreprise? C'est pas possible. Alors pourquoi lui, il a à sa disposition autant de femmes à l'OTIER? On te dit, l'objectif c'est de collecter les impôts, les taxes. D'accord. Vous prenez l'argent public pour collecter les femmes. Les vieilles, ça passe.
Les femmes mariées, ça passe. Les femmes enceintes, ça passe. Les femmes d'autrui, ça passe. Je ne sais pas quoi. Les petites soeurs, grandes soeurs, même père, même mère, ça passe. Mais c'est quoi cette république? Et quand certains ne veulent pas, elles sont obligées de... Il y a plusieurs filles qui ont été harcelées, qui ont démissionné à l'OTR pour aller dans d'autres sociétés. J'ai eu des témoignages. Il y a certaines filles qui n'ont pas supporté, elles ont dû quitter l'OTR pour aller demander de l'emploi ailleurs. C'est un harcèlement permanent. Aucun Togolais dont la femme travaille à l'OTR n'a aucune assurance aujourd'hui que sa femme est saine et sauf quand on va au boulot là-bas. En tout cas, à la direction de l'OTR. Si vous avez votre femme qui travaille à l'OTR, vous n'avez aucune certitude que votre femme est intègre. Parce qu'il y a un patron qui met la pression sur les femmes. Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? Il y a des femmes qui résistent. Mais parce que justement, le patron a tellement d'autorité, parce qu'à un moment donné, l'emploi de la femme peut être mis en cause que la femme va finir par accepter. Mais c'est quoi cette république? Et de toutes les femmes qu'on a citées, il y en a une particulièrement qui pense que l'OTR appartient à son mari et qui fait voir de toutes les couleurs aux gens dans l'OTR. C'est cette jeune dame qui s'appelle Donko Bileyo. Elle a gravi tous les échelons à une vitesse de croisière. Alors qu'il y a des gens qui sont là avec une très longue expérience. Elle était à l'aéroport, elle était passée brièvement au port, elle est maintenant à la direction de lutte contre la fraude. Elle a créé une association qu'on appelle Terreau Fertile. Quand vous voulez avoir de la promotion, il faut être membre de son association. Vous cotisez et demain, Tchordier vous nomme chef division, chef section, si. Et c'est elle qui est véritablement la patronne de l'OTR. Quand elle passe, tout le monde a peur. Quand il y a l'ascenseur qui s'ouvre, c'est elle seule qui a le droit de monter dans l'ascenseur. Les autres vont attendre parce que c'est la femme du patron. Elle ne peut pas partager l'ascenseur avec quelqu'un. Quand elle veut monter, les autres doivent attendre. Elle doit monter dans l'ascenseur seule. Parce que c'est la femme du patron. C'est comme vous avez les ministères là. Système où vous avez les ministères où on a bloqué les ascenseurs. On dit oui, c'est seul le ministre qui doit rentrer dans l'ascenseur. Et vous avez au ministère un gars qui est à côté d'une table. Il est assis sous l'ascenseur. Et l'ascenseur qu'on a mis dans un immeuble de l'administration, il y a un gars qui s'assoit. Il est avec une table, il met un bon provisoire. Et puis il dit que ici c'est l'ascenseur du ministre, que tu ne dois pas monter dans l'ascenseur. Comme PB système. Et puis ils ont les clés dans la poche. Que l'ascenseur là, c'est le ministre seul qui rentre dans l'ascenseur. Que les fonctionnaires n'ont pas le droit de rentrer dans l'ascenseur. Donc on bloque l'ascenseur pour le ministre. Le ministre, quand il vivait dans sa maison, il y avait l'ascenseur. Ils ont transporté ça à l'OTR. Donc quand la femme de Tchordier est dans l'ascenseur, personne d'autre ne doit monter dans l'ascenseur. L'ascenseur doit l'amener elle seule d'abord. C'est quoi ces villageoiseries? Si c'est le président de la République qui est dans un ascenseur, on comprend qu'il monte dans un ascenseur avec ses gardes-corps. Et que personne ne doit rentrer dans l'ascenseur. Mais d'où vient que quand un ministre monte dans un ascenseur, on bloque un ascenseur carrément pour le ministre. C'est-à-dire qu'il soit au boulot, qu'il ne soit pas au boulot. On bloque l'ascenseur, on dit c'est pour le ministre. Copé-tobé système. C'est quoi ces villageoiseries, paysanneries, tout ça là? Ascenseur, tiens, ascenseur ballot, ascenseur que les Roméla moi, au ministère. Donc employé, on l'a lié à escalier. Si tu es au 10e étage, il faut passer par l'escalier. Le ministre, on a bloqué l'ascenseur pour le ministre. Ministre là, est ici ascenseur, ça que la Roméla, alors qu'il est compé, mais est ici ascenseur là. C'est-à-dire que nous sommes tellement complexés dans nos pays. On a bloqué ascenseur. Les CASEF, les FUNU, ministère des TP, ministère beaucoup, on a bloqué ascenseur. On a dit non, mais ministre, il a pas ascenseur là, mais. C'est quoi? C'est quoi ce pays? Donc, à l'OTR, quand la femme, la préférée de Tchordier doit monter dans l'ascenseur, personne d'autre n'a le droit de rentrer dans l'ascenseur.
Nous sommes à l'OTR. Hein? C'est un service d'État. C'est un service d'État que les gens ont privatisé. Tchodié lui-même, quand il est venu à l'OTR et que les autres sont partis, il est devenu commissaire général, il a dit qu'il ne partirait plus. Il s'est dit qu'il est là pour longtemps. Alors que le mandat, c'est 4 ans renouvelable une fois. Lui s'est dit, il est là pour le plus longtemps possible. Hein? En 2021, il a amené des gens pour des pratiques occultes. Une nuit, ils ont chassé tous les gardiens, tout ça. Et ils ont éteint les lumières, ils ont fait leur cérémonie. Et ils sont venus faire des potions magiques sous le drapeau qui est à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel là-bas. 2021, une nuit. Pour qu'il soit là-bas le plus longtemps possible. Les voitures de l'hôtel lui servent de voitures pour ses chantiers. Les voitures administratives que l'hôtel a achetées, on convoie le matériel pour ses chantiers. À Tindjassi, tout ça. Les chefs de division, ils convoient l'argent liquide chez lui, à Tindjassi. Il doit avoir beaucoup d'argent là-bas. Parce que c'est un lieu où ils se retrouvent entre eux. Ils font la fête, il y a beaucoup d'argent liquide qu'ils convoient là-bas. Les chefs session, les chefs division, ils convoient beaucoup d'argent liquide là-bas à Tindjassi. Dans un pays où on dit qu'il y a des institutions de lutte contre la corruption, il y a des gens qui manipulent l'argent des impôts et qui s'enrichissent au vu au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Fort Yassibé, vous êtes sûr que vous gouvernez le pays? Parce que les proches de Tchodié qui sont en train de s'agiter là, sur les plateformes là, ils disent qu'il a la confiance du chef de l'État, que rien ne va lui arriver. Parce qu'il est au service du président. Il partage l'argent avec vous, Fort Yassibé, ou bien vous vous entendez pour partager l'argent avec lui. Parce que s'il a l'autorité, s'il a le courage de faire ce qu'il est en train de faire là, c'est que quelque part, il a quelqu'un qui lui assure l'impunité. Et celui qui lui assure l'impunité, c'est moyen quoi? Parce que les Togolais, à un moment donné, seront fatigués de payer les impôts, de payer les taxes de douane pour enrichir une minorité. Vous vous rappelez un communiqué que l'OTR avait publié sur ses comptes à la BTCI et à l'UTB, IB Banque à l'UTB. Rappelez-vous, il y avait un communiqué comme ça, que l'OTR avait publié en disant, comment ça s'appelle, en disant que elle a suspendu le versement des taxes, tout ça, sur les comptes. Mais derrière cette histoire, c'était un grand scandale. Une semaine après, ils ont rétabli ça. C'était un grand scandale parce qu'il y avait des gens qui ont manipulé les comptes de l'OTR et qui ont sorti de l'argent du pays. Modérateur sur TikTok. Il faut bloquer celui qui parle de est-ce qu'on a les preuves de nos allégations. Tchodié, quand il venait à l'OTR, il n'avait même pas une seule maison. Aujourd'hui, il y a des châteaux partout. Ça, c'est déjà une preuve visible. Et va à l'OTR, demande aux gens de l'OTR qui sont les femmes de Tchodié à l'OTR. Ils vont te les lister là un. Et tu iras toucher toi-même les preuves. Et tu vas mourir bête. Ou tu vas mourir moins bête. Il faut les bloquer. Parce que ces individus-là, c'est des gens qui sont maudits. Qui sont maudits. Dans un pays où il y a une loi qui dit qu'il faut déclarer les biens. Les gens refusent de déclarer leurs biens. Dans un pays où on connaît la situation des gens avant leur prise de fonction. Aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires en gérant des biens de l'État. Vous dites qu'on a des preuves de ce qu'on dit. Il faut les bloquer. Ils iront raconter leurs conneries ailleurs. Ils iront raconter leurs conneries ailleurs. Ils n'ont pas leur place ici. C'est des individus qui sont maudits. C'est des individus qui sont maudits. En parlant tout à l'heure de la charte de l'administration, la charte éthique, vous arrivez dans les services, même à Lomé, il y a un code éthique qui conduit, qui est instauré dans certains services. On appelle ça